Bonsoir à tous. Dernier confronti de l'année 2016 ce soir sur le plateau de France O à Malakoff. Nos deux invités ce soir, deux responsables politiques qui vont débattre pendant 52 minutes autour de la fiscalité en Corse. Charles de Courson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI de la Marne, vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Gilles Simoni, bonsoir. Vous êtes président du conseil exécutif de Corse. La Corse bénéficie d'un statut dérogatoire. Ce statut est-il justifié eu égard à ses handicaps avérés ou supposés? Les dérogations fiscales dont bénéficie la Corse sont-elles justifiées ou bien au contraire constituent-elles une rupture de l'égalité du citoyen face à l'impôt? C'est le thème de Confronti ce soir. Messieurs, est-ce que vous vous étiez déjà croisés avant cette émission? Jamais. Jamais. C'est donc ce face-à-face est donc une première. Alors, le 8 décembre prochain, le député de la seconde circonscription de Corse du Sud, Camille de Roccaser, défendra une proposition de loi aux côtés des trois autres députés insulaires et du député du Val d'Oise, François Poupogne. Cette proposition de loi, elle est basée sur la résorption du désordre de la propriété en Corse. Un projet de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral. Charles de Courson, cette proposition vous paraît-elle justifiée? Vous savez que j'avais fait voter, c'était sous le gouvernement Jospin, une disposition pour rétablir ou établir l'égalité entre les contribuables sur ce fameux problème qui est l'exonération de fait des biens immobiliers situés en Corse. Alors, première précision pour nos téléspectateurs, certains croient que seuls nos concitoyens habitant en Corse bénéficient de cela. Pas du tout. C'est tout citoyen français qui possède un bien immobilier en Corse. Et d'où venait cette situation de fait d'un incroyable loupé qui remonte à 1948, puisque avant 1948, les arrêtés Miot avaient fait un système forfaitaire, qui était qu'on évaluait la valeur des biens immobiliers à 100 fois leur valeur locative. Et en 1948, on a supprimé cette base. Donc il n'y avait plus de base. Et en plus, un arrêté Miot, qui était logique à l'époque, en 1800, avait supprimé les pénalités. Vous savez, quand vous déposez, quand vos parents décèdent, vous avez 6 mois pour déposer la succession, les héritiers. Vous pouvez éventuellement demander une reconduction pour 6 mois supplémentaires. Et à partir de ce moment-là, vous avez des pénalités qui sont croissantes et très lourdes. Et ces pénalités avaient été supprimées par ce fameux arrêté. Donc on se trouvait dans une situation, moi que j'ai découverte dans un rapport qu'on avait fait sur le fonctionnement des services publics en Corse, il y a très longtemps, et donc j'avais déposé cet amendement qui a été adopté. Mais entre le moment où il a été adopté et le moment où il a été appliqué, c'est pas le tout de voter des lois, encore faut-il qu'elles soient appliquées. Et on a vu nos collègues successifs, puisque ça a beaucoup changé, les députés corses, moi ça fait 24 ans que je suis à la commission des finances, et qui n'ont eu de cesse de dire on n'est pas prêt pour appliquer le droit commun des citoyens, parce qu'il n'y avait aucune contrepartie d'intérêt général à cette situation de fait. On va parler à Gilles Simoni. Oui, je crois qu'avant de rentrer dans le débat technique, la question qui se pose est fondamentalement politique, et je crois que ce n'est pas faire injure sur le député Charles de Courson de le classer dans le camp Vous défendez cette des hommes politiques qui traquent à tout moment ce qu'ils pensent être des spécificités corses, et ça cache mal en fait une sorte de volonté obsessionnelle et qui, à mon sens, ne repose ni sur des arguments juridiques pertinents ni sur une approche politique exacte de la situation. Disons-le tout de suite, comme ça les choses seront claires. Monsieur le Président, on peut faire de la politique à ce niveau-là, mais utiliser l'adjectif obsessionnel, vous savez, j'ai beaucoup d'autres sujets dans la vie. Mais je me suis toujours battu parce que je suis un vieux républicain. Ma famille est une famille de vieux républicains pour tenir bon sur le principe d'égalité. Et d'ailleurs, c'est la Constitution française. Et le droit constitutionnel français dit que s'il y a une mesure dérogatoire au droit commun, il doit y avoir une contrepartie d'intérêt général. Monsieur le Président, quelle était la contrepartie d'intérêt général sur l'exonération de fait, et non pas en droit, des biens immobiliers situés en Corse? Il n'y en avait aucune. C'est une situation de fait qui s'est trouvée comme ça. Monsieur le député, vous êtes trop fin juriste pour ne pas savoir que le Conseil constitutionnel considère que le principe d'égalité ne fait pas obstacle
à ce que des situations différentes soient traitées de façon différente. Et la Corse est à l'évidence, et on y reviendra, au plan civil, au plan fiscal et au plan géographique, de par son insularité, dans une situation différente de ce que peuvent l'être les régions du continent. Et puis la Cour de justice des communautés européennes va beaucoup plus loin encore, puisqu'elle considère qu'est discriminatoire le fait de traiter de façon identique des situations différentes. Et vous, c'est précisément ce que vous faites, avec quand même un bémol, parce que je dirais que lorsqu'il s'agit de la Corse, vous n'acceptez pas les différences, mais lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre au profit de votre département ou de vos propres ressortissants, là, vous n'êtes pas hostile. Je pense par exemple à la vignette de la Marne, vous avez devancé ma question départementale, mais Monsieur le Président, où vous aviez pratiqué un dumping fiscal vis-à-vis des autres départements et vis-à-vis des autres régions, qui d'ailleurs vous avez été reproché, ou encore, puisque vous dites que la Corse coûte cher. La Corse, aujourd'hui, c'est environ 275 millions, ce sont les chiffres de Bercy. Tout dispositif confondu. Vous avez déposé en 2014 et fait voter un amendement sous la pression du lobby du tabac qui a coûté à l'État 300 millions de recettes. Et donc, je dirais qu'à vous tout seul, vous coûtez plus cher que la Corse. Attendez. Tout ça, c'est pas sérieux, Monsieur le Président. Parlons de la vignette. La vignette, c'est un impôt départemental. J'étais vice-président du Conseil général, je suis toujours de la Marne. Et nous sommes le département qui dépense le moins de France. Et nous avions fait une politique extrêmement ferme du point de vue de la gestion de la dépense publique et nous avons voulu faire bénéficier nos concitoyens de cette bonne gestion. Et il n'y a qu'un impôt, à l'époque, c'était la vignette, qui était un impôt purement départemental. Et donc nous avons baissé en 2 temps de 25% la vignette au profit de nos concitoyens. Et quelle ne fut pas notre surprise quand 2 ou 3 ans plus tard, on a commencé à voir les flottes de location de véhicules qui sont venues toutes s'immatriculer dans la Marne. Et donc, ce n'est absolument pas vrai ce que vous dites. Vous méconnaissez alors totalement la situation de la Marne. Mais je vais prendre un autre exemple. Le mois dernier, vous avez déposé nuitamment un amendement pour porter atteinte à la filière des vignerons en Corse. Nous allons y revenir dans un instant. Vous n'avez parallèlement pas craint de défendre les viticulteurs. Vous allez pouvoir faire valoir votre point de vue tous les deux dans un instant. Et je répète que votre amendement, vous avez soutenu l'amendement contre la TVA différentielle sur le tabac, mais vous avez fait voter un amendement pro-lobby du tabac qui a coûté 300 millions d'euros. On y revient dans un instant, messieurs. 300 millions d'euros. Juste d'un mot sur la proposition de loi du député de Corse du Sud. Informé, et il est temps que vous soyez député de Corse pour ne pas dire des choses qui sont fondamentalement inexactes. Sortez-les-moi. C'est dans le journal officiel. On en parle dans un instant. Monsieur de Courson, voterez-vous cette proposition de loi ou pas? Mais écoutez, il faut l'examiner. En l'état. Attendez. Sur les droits de succession sur les biens immobiliers situés en Corse, il n'y a aucune contrepartie d'intérêt général. Qu'est-ce que c'est qu'une contrepartie? Quelle pourrait être cette contrepartie? Mais il n'y en a pas, puisque c'est une situation de fait. Je vous lis la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012. L'article 14 prorogeait un régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur les immeubles situés dans les départements de Corse. Il conduisait, sans motif légitime, à ce que la transmission de ces immeubles soit exonérée de droits de succession. Le Conseil a jugé que cette proposition méconnaissait le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et censurait l'article 14. Suite et fin, Monsieur le Président. Nous sommes dans une situation de droit. Ce n'est pas moi qui suis membre du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce que je ne cesse de dire depuis maintenant plus de 10 ans. Monsieur de Courson dit qu'il n'y a pas de contrepartie. Il y a une loi qui va être présentée. Je voudrais dire un mot. Mais quelles sont les contreparties d'intérêt général? Je voudrais dire un mot sur la méthode qui a prévalu. Une méthode de concertation. Une méthode de concertation qui a permis d'unir pour la première fois les 4 parlementaires de Corse, les 4 députés, les 2 sénateurs, sur un texte unique qui sera porté par Camille de Rocazère, mais qui aura l'aval de la gauche et de la droite, et un texte qui a également fait l'objet d'un avis favorable non seulement du Conseil exécutif de Corse, mais également de l'Assemblée de Corse à l'unanimité, moins de 3 voix. Donc il y a un consensus très fort qui s'est construit, et ce consensus se construit et s'adosse à une argumentation juridique qui n'est pas contestable. Il y a en Corse un désordre civil et foncier qui n'est pas le fait des Corses. Et juridique. Qui est le fait des carences répétées, inscrites sur des décennies, principalement de l'administration.
Il faut à la fois sortir de ce désordre civil et neutraliser la question fiscale, le temps d'accompagner la régularisation de la situation. Et c'est ce que propose le texte de loi qui sera voté. Et je pense que, et j'espère, que l'unanimité qu'il a reçue devant la commission des lois de l'Assemblée nationale se retrouvera dans l'hémicycle. Ça sera un grand pas pour la Corse et un grand pas aussi pour la justice. Sur la contrepartie à laquelle faisait référence la contrepartie ne vaut que dès lors que l'on crée une différence par rapport à deux situations identiques. À partir du moment où la situation que la loi prétend résoudre en Corse n'est pas la même que celle que l'on retrouve dans les régions continentales, la contrepartie n'a plus à s'appliquer. Vous avez en Corse 63 000 biens non délimités, alors que vous n'en avez en moyenne que 1000 par département en France. Vous avez en Corse 30% de la surface totale qui est détenue par une personne décédée. C'est-à-dire que les indications cadastrales ne correspondent pas à la réalité. Pourquoi, vous avez 50 à 60% de parcelles dont les fiches hypothécaires ne sont pas publiées. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes en l'état d'un cadastre qui, au moment de sa refondation en 1930, a été mal conduit. Et que cette situation a conduit à une situation d'opacité juridique qui pèse, y compris sur le recouvrement qu'on sorte de cette situation. Et c'est ce que la loi propose de faire. Tous nos collègues parlementaires corse. Je peux vous interrompre 2 minutes ? Voilà. La situation sur l'exonération de fait des droits de succession, personne ne l'a voulu. Il n'y a aucun texte qui le fonde. C'est une situation de fait. Est-ce que vous estimez cette situation normale et est-ce que c'est la contrepartie d'un intérêt général ? C'est une situation nullement. Et est-ce que vous la défendez ? C'est une situation de fait qui est la conséquence également de la disparition de la contribution foncière. Absolument, en 1948. En 1948, décidée par l'État. Absolument. Et cette exonération est aujourd'hui justifiée par le Parlement, est aujourd'hui justifiée non seulement par les considérations civiles que je viens de vous exposer, mais également par des considérations économiques et sociologiques. Économiques, il y a aujourd'hui, parce que derrière les arguments techniques, mais il y a et pas derrière une les chiffres, parcelle. il y a une réalité. Je vais vous expliquer, Monsieur de Courson, peut-être que vous la méconnaissez. Aujourd'hui en Corse, sociologiquement, il y a des gens, y compris des gens qui sont dans des situations de fortune très modeste et très moyenne, qui sont propriétaires d'un bien dans l'intérieur de la Corse. Si demain, on revient brutalement au droit commun, alors même que pendant des décennies, les Corses ont été incités à ne pas faire jouer les possibilités d'abattement dans la mesure où on était dans une situation d'exonération de droit. Si vous faites cela va conduire à obliger les gens à vendre leurs biens immobiliers pour payer les droits de succession. Et vous allez avoir un phénomène de dépossession individuelle et collective qui est inenvisageable. Ça, c'est une réalité ou pas, Monsieur de Courson ? Ça, c'est une réalité. Et donc, je vous dis très tranquillement que non seulement le droit commande de mettre en œuvre les dispositifs, notamment qui sont prévus par la loi, en attendant ce que nous espérons et ce pourquoi nous battons, c'est-à-dire un transfert de la compétence fiscale en la matière. Non seulement le droit commande de mettre en œuvre ce dispositif, mais la justice et l'équité et tout simplement l'intérêt public, parce que je vous le dis aussi de façon très tranquille, les Corses ne se laisseront pas déposséder de leur patrimoine individuel et collectif. Mais vous faites de la politique d'une façon épouvantable. Comment vous pouvez justifier devant le peuple français est-ce qu'il y aura un mécanisme de spéculation ou pas ? Des Parisiens qui possèdent un bien qu'ils ont acheté en Corse qui est exonéré de droits de succession. Mais c'est indéfendable ce que vous dites. Le dispositif qui est prévu par la loi que le Parlement s'apprête à voter est un dispositif qui peut également s'appliquer, notamment dans des territoires d'outre-mer qui sont dans la même situation foncière et cadastrale. Mais il ne s'applique pas. Mais attendez, on raisonne déjà sur l'état du droit. C'est précisément pour sortir d'une situation de désordre que ce texte de loi est proposé. Mais Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel a tranché tout ça. Il a rappelé le principe d'égalité des citoyens devant la loi française, la loi fiscale. Je vous répète il a rappelé qu'il n'y avait aucune contrepartie d'intérêt général à cette exonération. Et votre argument ne tient pas. C'est comme si je disais, moi, dans la Marne, il y a des Marnais qui ont des biens qui valent très cher et s'ils les vendent, ils doivent être exonérés. Mais comment vous le justifiez à l'égard des autres Français ? Y a-t-il, messieurs, vous n'avez aucun sens de l'égalité entre les citoyens. Excusez-moi, la commission des lois de l'Assemblée nationale vient de voter à l'unanimité en faveur de ce texte, ce qui veut dire que vous considérez que les députés qui sont représentés dans la commission de l'institution à laquelle vous appartenez sont des épouvantables anti-républicains. Attendez, je vous rappelle que l'amendement de Courson, il a été voté par le Parlement. Il n'a pas été voté par une commission. Le Parlement Deuxièmement, en matière fiscale, la commission qui instruit ces dossiers, c'est la commission des finances.
OK ? Messieurs. Et le Conseil constitutionnel, de toute façon, a tranché. C'est-à-dire que si vous votez cette disposition, elle sera annulée par le Conseil constitutionnel. Alors, il faut être sérieux. Si tant est qu'il soit saisi d'une part, et d'autre part, la loi aujourd'hui présentée au Parlement est différente de ce qu'elle était en 2013 et 2014. Mais attendez, la loi, elle n'est pas votée, c'est une proposition. La proposition on peut de faire loi toutes les propositions qu'on veut. Le Parlement s'apprête à voter. Messieurs, j'aimerais qu'on avance un petit peu. Repose sur un argumentaire juridique qui est un argumentaire que vous considérez ne pas tenir. C'est pas moi qui le considère. Mais qui est considéré valable par les 4 députés de la Corse, par François Poupogne. Ils sont 5. Il y a combien de députés ? Il y a 577. Et nous avons également confiance dans le reste de la représentation nationale. Et nous nous efforcerons de la convaincre, tout simplement parce que nous sommes dans notre bon droit. Un aspect que vous avez abordé, mais quel droit ? Le droit d'être exonéré alors que tous les autres Français payent. Non, mais tous les autres Français payent, mais tous les autres Français n'ont pas à subir depuis des décennies la situation que nous subissons. Je viens de vous l'expliquer. Si vous ne voulez pas l'entendre, on retombe dans la mécanique qui est la vôtre. Les propriétaires, il n'y a pas de façon obsessionnelle ce que vous considérez être des particularismes ou des privilèges, alors que nous ne sommes pas dans une logique de défendre des particularismes ou des privilèges. Nous sommes dans une logique de construire des dispositifs juridiques qui nous permettent de revenir à une situation normale et de permettre aux Corses et aux gens qui vivent en Corse de transmettre dans des conditions normales leur patrimoine. Arrêtez ces genres d'arguments. Vous n'avez toujours pas répondu à quelle est la contrepartie d'intérêt général de l'exonération cas unique sur tout le territoire de la République des droits de succession. Une question à laquelle je vous ai répondu. La contrepartie ne vaut que dès lors que la différence de traitement s'applique à des situations qui sont identiques. En l'espèce, nous sommes dans des situations différentes. Mais parce qu'il n'y a pas de biens en indivision en France, il n'y en a pas dans les mêmes proportions. Et la situation d'indivision ne s'ajoute pas à une situation de désordre foncier. Messieurs, vous posez une deuxième question, Monsieur le Président. Vous êtes pour le maintien de la situation qualifiée de dérogatoire et non conforme à la réglementation européenne par la Cour des comptes de la fiscalité dérogatoire sur le tabac. On va parler du tabac dans un instant. Dérogatoire sur le tabac est un dispositif qui va être harmonisé avec le droit européen. Je demande simplement d'abord sur la question, je suis très clair, je suis pour que la législation et la fiscalité en la matière soient une fiscalité dissuasive, parce que je pense effectivement que la santé publique est un enjeu majeur en Corse comme ailleurs, mais je dis simplement qu'en Corse comme ailleurs, il faut mettre en place des dispositifs de sortie d'une situation pour ne pas pénaliser les acteurs économiques. Et c'est exactement ce que vous disiez, vous, Monsieur de Courson, pour les buralistes du continent. C'est-à-dire que vous refusez aux buralistes corses les mesures que vous avez défendues pour les buralistes continentaux. Je vais essayer d'en placer une. Nous voilà toujours dans la même situation. Le président de l'Assemblée de Corse a demandé à l'avocat Jean-Sébastien de Casalt, c'était en mai dernier, un rapport sur la fiscalité. Plusieurs pistes ont été évoquées dans ce rapport. Un transfert de la fiscalité des successions, un statut fiscal dérogatoire pour la Corse, une loi prorogeant l'exonération partielle des droits de succession. Vous avez pris connaissance de ce rapport ? Vous en avez entendu parler ? Attendez, je suis fondamentalement opposé à cela, et d'ailleurs, c'est anticonstitutionnel. Donc, il faut arrêter de faire croire qu'un dispositif d'exonération des biens immobiliers, d'ailleurs, pourquoi uniquement les biens immobiliers, Monsieur le Président ? Pourquoi est-ce qu'on n'exonère pas aussi ceux qui détiennent des actions ou d'autres biens, pas simplement des immeubles, mais aussi des terrains ? Pourquoi on n'exonère pas totalement tout ? Et avec quelle contrepartie ? Nous ne sommes pas dans une logique où nous demandons d'exonérer tout le monde. Mais alors pourquoi uniquement les immeubles ? Je viens de vous expliquer pourquoi. Mais je voudrais vous dire, historique. lorsque vous assénez de façon péremptoire, c'est anticonstitutionnel. Je vous lis la décision du Conseil constitutionnel. Il y a le regretté professeur Guy Carcassonne, qui avait expliqué que, y compris à droit constitutionnel constant, grand constitutionnaliste, grand républicain, qui avait dit et écrit dans un rapport que, y compris à droit constitutionnel constant, on pouvait transférer la compétence, notamment en matière de fiscalité du patrimoine, à la collectivité territoriale de Corse. C'est un autre débat. Ça, c'est pas le débat dont nous discutons. Mais c'était une voie possible. Non mais attendez, c'est pas celle-là n'a pas été choisie et nous le regrettons. Nous disions depuis le début,
faisons une modification de la Constitution, inscrivons dans la Constitution que la Corse, de par son insularité, de par la singularité de sa situation économique, de par la singularité de la situation fiscale et patrimoniale, mérite un traitement différencié, et organisons ce traitement différencié pour qu'il soit conforme et à la Constitution et aux exigences du droit européen. Ce qui est le cas, parce que vous savez également que l'article 174 du traité sur le fonctionnement des institutions européennes prévoit précisément un traitement fiscal différencié pour les zones insulaires, pour les zones à faible densité démographique et pour les zones en situation de difficulté économique. Et la Corse cumule ces trois critères qui, chacun d'entre eux, mais attendez, pris individuellement, suffit à justifier un statut fiscal. Mais vous essayez d'échapper aux problèmes de fond sur les droits de succession concernant les immeubles implantés en Corse. Vous ne voulez pas répondre à une question qui est très simple. Quelle est la contrepartie d'intérêt général de cette exonération de fait qui n'a jamais été... Je vous ai pas coupé. Qui n'a jamais été délibérée par l'Assemblée nationale. Et dans la République française, Monsieur le Président, c'est l'Assemblée nationale qui fixe les règles et dans le respect de la Constitution. Seconde partie de cette émission, messieurs. Charles de Courson, vous aviez défendu... C'est pour ça qu'une loi va être votée... en octobre dernier... Vous n'en savez rien. Je l'espère demain. Oui, mais alors dites pas qu'une loi va être votée. Disent que des parlementaires, 5 sur 577, ont pris... Nous verrons bien quelle sera l'issue de ce vote. Et les Corses unanimes l'espèrent également. Vous aviez défendu en octobre dernier des amendements visant à mettre fin à un certain nombre de dérogations fiscales dont bénéficie la Corse. La suppression, par exemple, de la TVA à taux zéro sur les vins produits et consommés dans l'île avait suscité de vives protestations, une vive polémique. Jean-Marc Vintour, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture, vous pose une question. Regardez, vous répondez juste après. Bonjour, monsieur de Courson. Je suis Jean-Marc Vintour, vigneron en Centre-Corse et président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Vous avez, il y a 3 semaines, déposé à l'Assemblée nationale un amendement pour supprimer le taux de TVA zéro dont bénéficient les vins produits et consommés en Corse. Vous avez conduit cette action sans concertation aucune et sans vous préoccuper des conséquences de cette suppression sur l'activité économique viticole de l'île. C'est pourtant un secteur clé qui représente 400 familles et 1500 emplois. Vous l'avez fait sans vous demander pourquoi le législateur a mis en place, il y a près de 50 ans, cette mesure. Sans vous demander si cette mesure n'a pas favorisé la formidable montée en qualité de nos vins et permis la structuration de la filière insulaire, et ce, malgré le handicap de l'insularité qui pèse lourd sur notre économie. Aujourd'hui, plus de 60% de nos vins quittent la Corse et acquittent la TVA. Les chiffres de la Cour des comptes annoncent une perte de 50 millions d'euros pour les finances publiques. Or, vous savez que ceux-ci sont contestés, qu'ils ne représentent en réalité que 14 millions d'euros. Ça signifie qu'aujourd'hui, la Corse, la viticulture corse, génère plus de TVA qu'elle n'en coûte. Malgré tout, vous êtes allé au bout de votre démarche, après que la Commission des finances a retoqué votre proposition. Et ce n'est que la sagacité et le travail de nos élus qui l'a empêché d'aboutir. Alors, monsieur le député, mes questions sont les suivantes. Comment un parlementaire expérimenté comme vous l'êtes a-t-il pu adopter une attitude de mépris aussi grave pour toute une profession? N'avez-vous donc aucune vision de l'économie réelle? Ou bien pensez-vous que les Corses sont des escrocs, nantis, n'ayant chez eux aucune difficulté du fait de leur insularité? Merci de votre réponse. Alors, monsieur le vice-président, s'il y a quelqu'un qui connaît les problèmes viticoles, c'est bien moi, puisque je suis l'élu d'une zone viticole, le Champagne. Donc je connais un peu. Voilà. Et quand vous dites qu'il y a une base juridique à cette exonération, je n'ai pas demandé de mettre fin, puisque je vous rappelle que dans son référé tout à fait récent que nous a transmis la Cour des comptes, je vous dis qu'il n'y a pas de base juridique à cette exonération. C'est encore une exonération de fait. Vous dites que ça veut dire qu'il n'y a pas de texte de loi. C'était à l'Assemblée nationale le 17 octobre 1967, à l'occasion de l'adoption en première lecture du projet de loi de finances pour 68, par laquelle c'est cette loi qui a généralisé l'application de la TVA. Le ministre de l'époque a déclaré, à une question qui lui a été posée sur les vins corses, il a déclaré, je vous cite, ce qu'il a dit, la charge supportée par les consommateurs de vin corse ne soit pas aggravée en 1968. C'est-à-dire qu'il voulait un régime transitoire d'1 an.
donc ce que dit la Cour des comptes, et je vous défie, Monsieur le vice-président de la Chambre d'agriculture, de me trouver un texte qui a exonéré les vins produits et consommés en Corse de la TVA. Il n'y en a pas. Alors, il se pose une question. Faut-il à ce moment-là voter un texte pour lui donner une base législative? Parce que ça veut dire que l'administration fiscale n'a pas fait son travail. Pour résumer, il n'y a donc pas de texte de loi. Il n'y a aucun texte. Alors, voilà. Et donc, il y a deux solutions. Soit on prend un texte pour dire qu'on exonère. Il n'y a à la limite même pas besoin de prendre un texte, puisque c'est la situation actuelle. On devrait payer la TVA. Et les services fiscaux, c'est ce que dit la Cour des comptes. Qu'est-ce qui pose problème, ne fait pas c'est son qu'il n'y ait travail. pas de texte. Est-ce que c'est le fond ou la forme? Si on veut une exonération, il faut un texte. Il n'y a pas d'exonération sans base législative. Et à ce moment-là, on se posera la question, quel est le motif d'intérêt général d'une exonération de TVA des vins produits et consommés en Corse? Eh bien, vous n'en trouverez pas. Il y a suffisamment de débats sur la lutte contre l'excès, sur le problème de l'alcoolisme, etc. Vous n'aurez aucune majorité pour voter un tel dispositif. Le tabac est un problème encore différent. On va en parler dans un instant du tabac. On reste sur le vin pour l'instant. Un mot, il y avait un décret impérial de 1811. À deux reprises, la Cour de cassation, le 11 février 1964 et le 28 janvier 1992, a dit dans deux arrêts extrêmement clairs que, faute d'un dispositif légal mettant un terme à ce décret impérial, il continuait de s'appliquer. Premier point. Deuxième point, nous ne sommes pas hostiles, au contraire, à ce que l'on dépoussière les textes, qu'on les refonde, que l'on réfléchisse à une véritable fiscalité globale, mais en procédant comme vous l'avez fait, c'est-à-dire de façon brutale, de façon non concertée. Vous avez bien évidemment suscité la colère légitime des acteurs de la filière, vous avez pris le risque de déstructurer et de fragiliser un secteur qui est pour nous un secteur essentiel, et ce d'autant mieux, mais peut-être l'ignorez-vous, je ne le pense pas, que nous avons eu affaire pendant des décennies à des gens qui étaient dans le domaine du vin des escrocs, avec la complicité tantôt passive, tantôt active de l'État, et qu'à force de volonté, à force de travail, à force d'investissement financier et humain, nous avons aujourd'hui une filière qui est structurée, qui exporte, qui installe chaque année 10 à 15 jeunes qui sont passionnés, et que nous voulons tout simplement une fiscalité adaptée à la première contrainte. Excusez-moi, monsieur le député, je finis. À la première contrainte qui s'impose aux vignerons de Corse, et pas à ceux de la Marne, mais aux vignerons de Corse, et à tous les acteurs économiques de Corse, c'est celle de l'insularité. Et ça, c'est déjà un premier point qui est un premier point essentiel. Et vous pouvez tout nier. Et vous êtes sûrement prêt à le faire avec certainement une part de mauvaise foi, mais vous ne pouvez pas nier que la Corse est une île. Oui, entourée d'eau de tous côtés, comme disait un commentaire célèbre. Alors, monsieur le Président, vous voyez que si cet amendement était déposé pour donner une base législative, moi je pense qu'il est anticonstitutionnel, mais immédiatement toutes les viticultures françaises demanderont le même dispositif. Mais pourquoi quelle serait la position de la Commission européenne éventuellement ? Les vins de Champagne, pourquoi est-ce que nous, quand on consomme du champagne dans la Marne, on n'est pas exonéré de TVA ? Immédiatement, le problème se posera. Que vous voyez le président de l'exécutif invoque l'insularité. Mais attendez, en matière viticole, quel est le problème de l'insularité ? Et le vice-président de la Chambre d'agriculture, quand vous exportez, c'est pas un problème. On est assimilé au régime de droit commun pour l'exportation. Mais bien sûr, donc les exportations ne sont pas concernées, monsieur le Président. Mais sur la part de consommation à l'intérieur, sur le marché corse. Quand vous invoquez les fameux arrêts... Là où il y a exonération, ce qui représente pour les petits producteurs 80 à 100% de leur production. Si vous revenez brutalement au droit commun, comme vous avez proposé de le faire nuitamment, vous les tuez. Mais nuitamment, c'est pas un problème. Nuitamment, c'est tombé de nuit, parfois c'est le matin, parfois c'est l'après-midi, parfois c'est la nuit. Il ne fallait pas le faire. C'est pas un problème. Et je voulais vous dire que quand vous évoquez les arrêts de la Cour de cassation, ils ne s'appliquent pas au problème de la TVA. Ils s'appliquent au droit d'accise. Et la TVA n'est pas une accise. Donc il n'y a aucune base juridique. Et je vous défie de me la trouver. Est-ce que Saint-Pierre et Miquelon est en France ? Est-ce que Wallis et Futuna est en France ? Est-ce que la Guyane est en France ? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est en France ? Il n'y a pas de TVA. La Corse fait partie de la France. C'est un régime extra-communautaire. C'est un régime extra-communautaire. Si vous connaissez, je crois, un petit peu et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été défendus. Effectivement, il y a un régime extra-communautaire. Voilà. Effectivement, il y a un statut d'ultra-périphéricité. Mais nous, qui sommes des îles
et qui sommes des îles de Méditerranée. C'est la raison d'ailleurs une des raisons du rapprochement que nous avons initié, notamment avec la Sardaigne et avec les Baléares. Les Baléares et la Sardaigne. C'est que nous avons été oubliés, notamment en 1994. Ça, c'est un autre débat, là où tous les États ont défendu leurs îles. L'Espagne, par exemple, le Portugal. La France a abandonné la Corse et ne l'a pas défendue. Il aurait suffi de demander un programme spécifique à l'époque, relié à notre l'éloignement et à l'insularité. Et nous l'aurions eu. Voyez, vous ne l'avez pas fait, mais les temps ont changé. Oui, maintenant, nous ne nous en remettons pas au gouvernement et à l'État pour défendre nos intérêts, nous les défendons nous-mêmes. Vous êtes dans un État français, ok ? Alors, si vous voulez peut-être le quitter, je crois que c'est votre position. Moi, je suis pour la liberté, mais Monsieur les Corses choisiront librement. Faisons un référendum et on verra que ce que décident nos concitoyens. Mais il faut arrêter de dire on fait partie de la République, mais on ne veut pas en assumer les droits et les devoirs. Nous en avons assumé, et pendant des décennies, les droits et les devoirs. Et les Corses, peut-être plus que tout autre. Leurs droits et leurs devoirs, et surtout leurs devoirs de citoyens français. Les Corses les ont assumés. Il y a beaucoup de Corses qui se sentent profondément français, mais en répétant... Ils sont français. Oui, et il y en a certains qui ne se sentent pas français, c'est une réalité objective. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en agissant comme vous le faites, en laissant croire que dans l'État d'aujourd'hui et dans la République d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour une prise en compte, fût-ce au niveau constitutionnel, de ce que sont les intérêts de la Corse. C'est vous qui agissez contre les intérêts de la République en France. Ce ne sont pas ceux qui critiquent ou dénoncent vos façons de faire. Monsieur le Président, vous arrêtez de faire de la politique de bas étage. Non, ce n'est pas de la politique de bas étage. Vous n'avez pas compris, monsieur de Courson, parce que la vraie question que vous devriez poser aujourd'hui en Corse. En Corse, vous avez des gens qui ne veulent plus être des sujets, qui ne veulent pas tendre la sébille. Nous ne sommes pas là pour demander en permanence l'assistance de la part de l'État. Nous sommes là pour construire une Corse. Laissez votre contradicteur répondre. Allez-y, monsieur le député. Vous arrêtez votre voilà. Alors, Monsieur le Président, vous auriez une position ouverte et moderne en disant nous sommes conscients qu'il y a des tas d'anomalies dans le domaine fiscal. Ce n'est pas le seul domaine d'ailleurs, il y a des anomalies. Et donc, nous ne défendons pas des choses indéfendables dont nous sommes parfaitement conscients tant que nous restons au sein de la République française, ce qui est la position de l'immense majorité de nos concitoyens habitant en Corse. Nous demandons un statut dont on négocie avec des contreparties d'intérêt général. Les contreparties d'intérêt général, c'est quoi ? Il peut y avoir un certain nombre de dispositions. On l'a fait par exemple sur les FIP Corse. Fonds d'investissement de proximité. Les fonds d'investissement de proximité, dans lesquels il y a un crédit d'impôt plus élevé que sur les FIP non corse, enfin sur des investissements qui ne sont pas en Corse. Les FIP sont J'ai voté pour. J'ai voté pour. Attendez, je ne vous ai pas coupé. Est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout ? Vous voyez ? Et c'est d'avoir un statut qui a des contreparties d'intérêt général. Parce que là, il y a une contrepartie d'intérêt général, qui est d'aider les entrepreneurs petits et moyens corses à développer des activités, de développer la Corse. Donc moi, je suis tout à fait ouvert. Ce que j'ai dit, c'est qu'en défendant l'exonération sur les immeubles sans aucune contrepartie d'intérêt général... Je voudrais qu'on revienne à la TVA sur le vin. Sur le tabac, on va parler du tabac la santé. Dans un instant. Et sur la viticulture, c'est la même chose. Vous voyez bien que c'est intenable, votre position, tant que vous restez dans la République. Mais vous avez une autre logique. Si vous voulez sortir de la République, je veux dire, moi, je suis un homme ouvert. Je ne suis pas... J'ai pas une conception, si vous voulez. La République, c'est pas une prison. Voyez, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire que la Corse doit sortir de la République. Vous avez des positions, je crois, là-dessus. Oui, mais je ne suis pas indépendantiste. Le contrat de mandature avec lequel Corsica Libre et le président de l'Assemblée de Corse. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, et sur une autre position. Il n'a pas la même position que vous. Il est indépendantiste, mais nous n'avons pas été élus pour demander l'indépendance. Nous avons été élus pour défendre l'intérêt général de la Corse et des Corses, et c'est ce que nous essayons de faire. Je préfère retenir de vos propos, monsieur le député, si vous m'y autorisez, et là-dessus au moins nous serons d'accord. Nous voulons sortir effectivement de la logique du coup par coup. Nous ne sommes pas là pour défendre des situations héritées de l'histoire, mais nous sommes là pour dire que la Corse, comme toutes les îles, et notamment comme toutes les îles appartenant à l'Union européenne, a le droit de construire un statut fiscal et social. Et que ce statut fiscal et social, parce que la fiscalité n'est qu'un outil, nous allons le construire dans le dialogue avec l'État et le gouvernement, dans le dialogue avec les institutions européennes, mais nous voulons qu'il soit au service d'une vision de la Corse, qu'il soit une vision du développement. La contrepartie, si vous considérez qu'un statut fiscal
n'est pas légitime Non, mais ce que vous et qu'il défendez... n'existe pas de contrepartie, alors que l'objectif est par exemple de préserver le lien entre les Corses et leur patrimoine. Ou encore On de va parler sortir du d'une statut situation fiscal, de M. Simeone, dans la dernière partie de d'un cette développement émission. qui dure depuis des décennies et depuis des siècles. Moi, je considère que c'est une contrepartie tout à fait légitime. Et je dirais même que c'est l'essentiel. Pour en revenir à la TVA sur le vin, Alain Juppé est venu en Corse dans le cadre des primaires de la droite et du centre. Vous souteniez sa candidature. Il s'est dit à l'occasion de cette visite favorable à un certain nombre de dérogations, notamment celle en faveur de la viticulture. Vous êtes donc en contradiction avec le candidat que vous vous savez, soutenez. je suis un homme libre. Non, mais c'est une simple question. Il y a pas de... J'ai toujours été libre. Voyez. Et vous en avez parlé avec Alain Juppé? J'en ai parlé, si vous voulez tout savoir. Oui. Vous lui avez fait part? Alain Juppé m'a dit quelle était sa position. Je lui ai dit, moi j'ai une position différente, c'est tout. Voilà. Vous savez, moi je suis un libéral, je suis pour l'échange des idées, et je ne suis pas un béni-oui-oui. Alors, une dérogation qui a fait débat, vous y faisiez référence tous les deux au début de cette émission. C'est pas une dérogation, il n'y a pas de base. C'est tout ce qui touche à la fiscalité du tabac. Alors, notamment les professionnels de santé ne sont pas tous d'accord avec vous, messieurs. Récemment, la députée de Gironde, Michèle Delaunay, avait d'ailleurs réclamé l'alignement du prix du tabac lors du projet de budget de la sécurité sociale. C'est une dérogation que certains médecins en Corse contestent, eu égard à l'augmentation du nombre de cancers du poumon. On a entendu, Gilles Simeone, un certain nombre de médecins prendre des positions contre cette fiscalité spécifique du tabac. Ils ont raison. Moi, je suis clair, moi aussi. Je pense qu'il faut lutter contre le tabagisme et que la fiscalité est un des moyens de lutter contre le tabagisme, parmi d'autres. Donc il faut aligner. Donc, je pense qu'il faut aligner. Voilà, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais je pense qu'il faut le faire comme ça a été fait ailleurs. C'est-à-dire ? Vous avez eu, par exemple, sur le continent, mais vous le savez, vous les avez défendus. J'ai votre citation. Attendez. En 2003, on peut parler de la Corse ? Monsieur le député, un mot. Vous vous êtes exprimé avec force en 2003, et vous en avez certainement meilleure mémoire que nous, pour dire il faut aider les buralistes, il faut arrêter d'augmenter le prix de vente du tabac. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit avec force. Alors, donc, vous le défendiez à l'époque. Deuxièmement, vous avez dit les buralistes vont voir, avec cette hausse du tabac, vont voir leur chiffre d'affaires diminuer et il faut les aider. Je ne dis pas autre chose. Les aider, c'est quoi concrètement ? Ce sont par exemple des contrats d'avenir. Des contrats d'avenir où vous organisez en sifflet la sortie. C'est la puissance publique qui participe à la sortie en sifflet. Qui aménage et une sortie en sifflet sur quelques années. Ça a été fait comme pour la zone franche d'Alain Juppé. Pourquoi ça ne pourrait pas Monsieur le Président. Alors que ça représente là aussi 2000 emplois. Monsieur le Président. Vous êtes d'accord ou pas, Monsieur de Courson, sur une sortie en sifflet ? Et si on l'avait fait avant, Monsieur le Président, je peux parler 2 minutes. Mais vous avez le chic pour complètement travestir la vérité. J'ai combattu la hausse excessive du prix du tabac en France. Pourquoi ? Parce que je veux une harmonisation communautaire des droits d'assises. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? À force d'augmenter et d'augmenter, eh bien, nous avons des importations massives. Nous sommes à plus du quart. Et chez moi, le tiers dans mon département du tabac consommé vient de Belgique et du Luxembourg. Le président de l'exécutif est d'accord pour un alignement de la fiscalité. Prenez cette affaire du tabac. Bon, le droit d'assises, lui, avait un fondement juridique. Pourquoi ? Il y avait une loi qui avait donné c'était adossé cela. un texte législatif. La directive communautaire du 5 décembre 2003 avait autorisé à appliquer ce régime dérogatoire à un taux d'assises réduit, mais de l'éteindre progressivement en 2009. Nouvelle négociation, on a reporté le délai progressivement jusqu'au 31 décembre 2015, en l'assortissant d'ailleurs d'une exonération dégressive pour revenir au droit commun. Et ceci a expiré le 1er janvier 2015. Donc depuis le 1er janvier 2015, on est en situation illégale. Et en plus, en termes de santé publique, nos concitoyens habitant en Corse, ils ont une fréquence des cancers des voies aérodigestives c'est ce que je disais, qui a augmenté, supérieure à la moyenne française. Et donc, c'est un crime contre la santé publique de maintenir ce régime dérogatoire. Et donc, je me félicite que sur ce point, parce que là, il y avait même plus de... C'était contraire au droit communautaire, et du point de vue de l'intérêt général, c'était le contraire de l'intérêt général. Mais le président de l'exécutif... Donc, vous êtes d'accord, vous voyez, un point d'accord. Il faut mettre fin à cette disposition. On en a déjà eu sur le fait que la Corse doit
avoir rapidement, le plus vite possible, un vrai statut fiscal, c'est-à-dire des mesures fiscales avec coordonnées avec un objectif politique et avec développement de l'île. Avec des compensations et dans un cadre qui respecte notamment les exigences de l'Union européenne. Deuxièmement, je ne veux pas polémiquer avec vous, mais je suis obligé de vous citer parce que... À peine. Non, mais vous dites... Moi, je viens de dire, je suis d'accord pour qu'on augmente le prix du tabac parce que c'est un moyen dissuasif et que ça permet de préserver la santé publique. Vous, en 2013, vous disiez, je vous cite, « Nous ne pouvons pas continuer à augmenter le prix du tabac en France. La consommation officielle baisse, mais la consommation réelle augmente en raison de la progression des importations. » Et vous ajoutiez, « Pendant ce temps, les buralistes ont été déstabilisés, particulièrement dans les régions frontalières. Messieurs, il nous reste 13 minutes d'émission, j'aimerais qu'on avance. Et aucun plan ne permettra de compenser les pertes qu'ils subissent déjà et qui vont s'aggraver. » Moi, je ne demande pas autre chose pour les buralistes de Corse. Mais là, vous parlez des buralistes, vous ne parlez pas du problème du prix du tabac. Mais êtes-vous d'accord, M. de Courson? M. Simeone est d'accord pour une harmonisation, mais avec un soutien de la puissance publique qui permettrait cette sortie en sifflet. Il faut le faire comme on l'a fait sur tous les débitants de tabac. Très bien. Je rappelle quand même que vous avez fait voter un amendement qui était un amendement qui a diminué la fiscalité indirecte sur le tabac. Non, donc vous avez objectivement servi les intérêts du lobby. On avance, messieurs, d'un mot, s'il vous plaît. Donc sur ce point-là, je ne pense pas avoir de leçon à recevoir de votre part. C'est aujourd'hui codifié à l'article 575A du Code général des impôts. Et s'il y a une très forte majorité le professeur Mattei, qui était ministre de la Santé à l'époque, vous avez fait remarquer en 2003 à l'Assemblée nationale que les chiffres que vous donniez étaient faux et qu'ils étaient directement transmis par le lobby du tabac. Attendez. Messieurs, on avance. Il nous reste 12 minutes d'émission, ça va très très vite. Nous avons quelques chapitres à aborder, notamment le rapport de la Cour des comptes, rendu le 12 septembre dernier, un rapport sévère sur la gestion de l'impôt et des régimes fiscaux dérogatoires en Corse. L'institution dénonce, je la cite, des dispositions obsolètes. Elle évalue les pertes de recettes dues à l'ensemble de ces dérogations à 78 millions d'euros. Gilles Simeoni, pour le contribuable, est-ce que ça n'apparaît pas comme un cadeau fiscal fait à la Corse? Il n'y a pas de cadeau fiscal fait à la Corse. Je voudrais dire d'abord qu'aujourd'hui, l'ensemble des mesures fiscales spécifiques à la Corse représente 275 millions d'euros environ, ce sont les chiffres de Bercy. En 8 ans, on a perdu plus de 70 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en 2010, en moins de 8 ans, en 2010, c'était 350 millions d'euros. Donc il y a une harmonisation, premier point. Deuxièmement, sur les grands impôts, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA, la Corse a progressé de 50% en recettes fiscales, alors que l'ensemble français n'a progressé que de 35%. Donc nous contribuons plus que la moyenne française à l'effort fiscal. Cadeau fiscal, monsieur? Troisièmement, quand on dit, la Cour des comptes dans son référé, quand elle dit, vous comprenez, en Corse, il y a une sorte de permissivité fiscale. C'est faux. Taux de recouvrement en Corse, 96% au lieu de 98% au plan français global. Probabilité de contrôle, 39% en Corse au lieu de 45% au plan français global. Et enfin, la moyenne et la médiane des droits rappelés par contrôle fiscal en Corse est supérieure à la moyenne des départements français. Donc je crois que, et puis les commerçants et les entrepreneurs le savent, on ne peut pas parler de permissivité fiscale, eux qui ont tous les jours à faire avec des difficultés qui sont des difficultés considérables. Le gouvernement a répondu d'ailleurs sur ce point. Vous ne faites que travestir tout le temps les chiffres, etc. Quelle est la situation? Je viens de citer la réponse du gouvernement. Si vous considérez que le Monsieur ministre... le Président, je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que je pourrais parler? parler? Le ministre travestit les chiffres... Vous avez une méthode digne des staliniens. Bon, messieurs, s'il vous plaît. Il faut partir des faits. Quels sont les faits que la Cour des comptes rappelle dans son référé? Notamment sur les taux de recouvrement. Les taux de recouvrement en Corse sont plus faibles qu'en moyenne française. C'est un fait. Ils s'améliorent. 96 au lieu de 98. Oui, mais ça veut dire que quand vous êtes à 98 ou dans des départements comme le mien à 99, il n'y a que 1% des gens qui ne payent pas. Quand vous êtes à 87,8, ça veut dire que c'est 3 fois plus. Mais est-ce que vous savez que... Attendez, je ne vous ai pas coupé, Monsieur le Président, je ne vous ai pas coupé. Monsieur Simeoni. OK, Connaissez-vous les chiffres de la précarité en Corse? Monsieur Simeoni. Monsieur le Président, j'ai le droit de parler. Allez-y, monsieur le député. Et donc, il y a un problème, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, dans son référé, qui est un document public que tout le monde peut consulter. Ils disent qu'il y a une insuffisante efficacité des services publics du recouvrement de l'impôt en Corse. Bien, c'est un problème au sein de l'État français. Ce n'est pas votre collectivité qui recouvre l'impôt, c'est les services de l'État français. Donc il faut améliorer la situation. OK ? Bon, et donc, dans le référé, la Cour des comptes demande qu'on continue à améliorer. Il y a eu une amélioration. La Cour des comptes, d'ailleurs, le note. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je veux dire, ce que dit la Cour des comptes est plein de bon sens.
Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi vous polémiquez en expliquant que les Corses payent davantage que le reste des Français. C'est entièrement faux. Ben, par exemple, sur la contribution au redressement des comptes publics, nous avons démontré que là où le contribuable moyen paye 20 €, l'habitant de Corse payait 90. Ça a été rétabli d'ailleurs. Et ça a été rétabli grâce à notre action. Nous n'avions pas tort. Mais vous savez pourquoi ? Parce que les dotations à la Corse par habitant, ça, vous voyez, c'est là où vous avez un esprit totalement biaisé, Monsieur le Président. Totalement malhonnête. Je vous dis, malhonnête intellectuellement. Parce que, messieurs, si vous avez deux situations, vous arrêtez 2 minutes de m'interrompre. Messieurs. Si vous avez un département qui a 100 par habitant de dotation de l'État et l'autre qui a 20, il est évident que quand vous réduisez de 10% tout le monde, pour faire le truc simple, le premier il perdra 10 et le second il perdra 2. C'était ça le problème corse. Et donc, il y a eu des ammoniations qu'on a discutées au CFL, dont je suis le vice-président. Messieurs, il reste 6 minutes d'émission, donc j'aimerais qu'on avance. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. C'est toujours grâce à vous, etc. Monsieur il faut faire croire. Si j'avais dû compter sur vous pour le dire... Il y a du Talleyrand en vous. Il y a du Talleyrand en vous. C'est-à-dire, c'est ce que disait Talleyrand, Monsieur le Président. Je sais ce que disait Talleyrand. À défaut d'organiser les événements, feignons d'en être les organisateurs. Alors, quelques chiffres, monsieur le député, des exonérations fiscales, il y en a d'autres partout en France. Bercy recense 449 niches fiscales pour un manque à gagner pour l'État de 83 milliards. 83 milliards. On est loin des 79 millions d'euros concernant la Corse. Donc, ces niches fiscales, vous vous y attaquez aussi ? Oh, alors là, depuis des années. Et je rappelle toujours ce que préconisait le Parti socialiste lors de la dernière campagne électorale. Il préconisait une baisse de 50% du montant des niches. Et le président de toutes les niches. Et le président, le candidat, il n'était pas encore élu, Hollande, avait préconisé 20% de baisse. Vous savez à combien on en est ? 10%, je crois, c'est ça ? De hausse, pas de baisse. Oui, c'est voilà. Ça. Et donc, il y a un véritable drame dans ce pays. C'est qu'on voit bien que tout le monde essaie d'avoir des niches fiscales, des avantages particuliers. Voilà. Et qu'à chaque fois qu'on dit, mais écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, puisqu'on vide l'assiette de l'impôt. Et donc, qui financera les services publics ? Et donc, il n'y a pas assez de courage. Parce qu'il faut du courage. Parce qu'on dit toujours en riant, derrière chaque niche fiscale, il y a des chiens. Alors, messieurs, il reste 4 minutes d'émission. Eh bien, il faut avoir du courage. Mais ça montre que ce pays n'a pas été géré depuis des années. Ça va aller très vite. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, il défend l'idée avec votre majorité, Gilles Simeoni, d'un statut fiscal spécifique pour la Corse. La majorité territoriale y est favorable. En tout, 40 mesures en faveur des particuliers et des entreprises. Baisse de la TVA, élargissement du crédit d'impôt, baisse de la cotisation sociale généralisée, la CSG. Votre position, M. de Courson ? Prenez, puisque vous évoquez la CSG, je pense qu'il n'est pas possible de faire une CSG différenciée selon les territoires. Pour des questions... Pourquoi ? Pour des raisons constitutionnelles. Donc il y a des choses... On peut modifier la Constitution. Oui, mais on ne va pas modifier la Constitution pour permettre une dérogation sur la CSG dans laquelle vont s'engouffrer des tas de gens. Donc il y a des domaines, si vous voulez, où il faut arrêter de faire rêver. Vous voyez C'en est un ? C'en est un. La CSG, c'en est un. Il n'y aura aucune majorité et je pense en plus que c'est ainsi constitutionnel. Mais je ne suis pas le Conseil constitutionnel, c'est constitutionnel d'en délibérer. Il y a d'autres sujets dans lesquels on peut faire. Vous voyez, je citais par exemple les FIP, vous voyez, d'essayer d'orienter les investissements, et pas simplement de l'épargne corse, mais aussi de l'épargne française, voire étrangère, sur un certain nombre d'entreprises implantées en Corse. Vous voyez. Ça, c'est du travail positif. Mais après, d'évaluer pour vérifier que ce qu'on a espéré au bout de 3 ans, puisqu'on a limité à 3 ans. Mais je veux dire, il ne faut pas faire rêver. Vous savez, on développe un territoire avant tout à partir d'une couche entrepreneuriale, qui assume ses responsabilités et qui en plus a une conception de l'avenir de son territoire. Messieurs, il reste 3 minutes. Et c'est ça le fondement de tous ceux qui ont réussi le développement par rapport à ceux qui ne l'ont pas réussi ou modérément réussi. Il y a une proposition intéressante et riche du président de l'Assemblée de Corse, qui d'ailleurs reprend un certain nombre de délibérations qui ont d'ores et déjà été votées, un certain nombre d'idées qui sont défendues par les nationalistes et pas seulement depuis des années. Je pense que maintenant nous allons rentrer véritablement dans un travail opérationnel. L'idée est exactement celle-là. Elle n'est pas d'être dans une logique systématisée de demande de dérogation ou d'exception. Elle est simplement d'avoir un outil fiscal au service d'une vision, la vision du développement de la Corse, de son peuple,
aussi, parce que nous considérons qu'il existe un peuple corse, et nous voulons à la fois, bien sûr, compenser les disparités et les contraintes, notamment nées de l'insularité, soutenir la créativité, l'entreprise et l'innovation, et puis donner du sens global. Le sens global, c'est celui d'une société de développement et de justice sociale. C'est ce que nous allons essayer de construire dans les années à venir. Est-ce que vous seriez prêt, c'est une question, à aller en Corse éventuellement, rencontrer les hommes politiques, les responsables économiques, écouter ce qu'ils ont à vous dire et qu'ils écoutent, vous, ce que vous avez à leur dire? Est-ce que vous seriez prêt à prendre cette initiative? Moi, vous savez, je n'ai peur de rien. Non, c'est sans crainte, c'est une question. Et donc, vous avez été invité déjà par les responsables corse? Quand j'ai contrôlé par 2 fois, quand j'étais rapporteur sur le marché de la mutualité sociale agricole c'était en quelle Corse, année? On a essayé de m'empêcher, c'était il y a à peu près 10 ans, et que j'ai découvert des situations affreuses dans cette affaire, et qu'on a commencé à remettre de l'ordre suite à mon contrôle. Vous accepterez l'invitation des élus corses? Vous savez, on a essayé de m'empêcher de contrôler. Eh bien, j'ai assumé, je n'ai pas peur. Les premières victimes du système que vous avez découvert et que vous avez certainement combattu, ce sont les agriculteurs corses. Parlez de la MSA, ce sont les agriculteurs corses. Le système qui a entouré le monde agricole pendant des années, voire pendant des décennies. Sur lequel il y a eu des enquêtes pénales. Ça a été l'agriculture et les agriculteurs corses. Nous voulons sortir de ce système et nous voulons construire un modèle qui soit un modèle vertueux, où l'intérêt général et l'utilité publique sont prises en considération. Et sur ce terrain-là, au moins, j'espère que Est-ce que vous inviterez le député de la Marne vous revenez à une saine conception, c'est que la dérogation au principe d'égalité entre les citoyens doit avoir une contrepartie d'intérêt général. Vous inviterez, monsieur le député... ce n'est pas la situation dans toute une partie du système fiscal appliqué en Corse. Charles de Courson se dit prêt à venir en Corse. Vous l'accueillerez, vous l'inviterez? Monsieur de Courson est comme tout le monde, le bienvenu en Corse. Nous sommes des gens de dialogue, y compris lorsque les désaccords sont profonds, et c'est souvent le cas avec monsieur de Courson. Nous considérons que le dialogue est indispensable. Et vous voyez que je n'ai rien d'obsessionnel, monsieur le Président. Donc l'invitation est lancée, on vous verra peut-être en Corse, monsieur le député. Vous avez souffert des critiques sur les réseaux sociaux lors de vos positions? Absolument pas, et je ne consulte jamais les réseaux sociaux. On vous le rapporte, j'imagine, vos collaborateurs? Non, ça me laisse tout à fait indifférent. Vous savez, je suis plutôt solide, vous voyez. Je n'ai pas peur même d'être minoritaire. Très vite, il nous reste 15 secondes. Donc c'est ce qui a été du patrimoine. Le vote de la loi est essentiel, c'est un premier pas, et il y en aura d'autres. Moi, j'ai confiance dans l'avenir de la Corse et dans l'avenir de notre peuple. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir défendu vos positions. Elles restent éloignées, bien entendu, mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu du débat. Merci, un grand merci aux équipes techniques de France O à Malakoff qui nous accueillaient ce soir. Confront y à revoir en multidiffusion sur France 3 Corse via Style et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve en janvier. Bonne soirée.